Une onde de choc silencieuse traverse le Sahel, alors que deux décisions souveraines, prises presque sans avertissement, bousculent l'équilibre énergétique mondial et forcent les puissances traditionnelles à reconsidérer leurs certitudes géopolitiques. Ce renversement inattendu, nourri par la nationalisation des ressources stratégiques et par l'affirmation croissante des États sahéliens, révèle un paysage où la stabilité apparente masque désormais des tensions profondes et des basculements rapides. Que signifie réellement cette rupture annoncée pour les populations de la région et pour un leader comme Ibrahim Traoré qui incarne cette transition? Un nouvel horizon se dessine, encore difficile à déchiffrer. Les prochains développements dans le Sahel ne relèvent plus d'un simple ajustement politique, mais d'un basculement qui redéfinit les règles d'un continent longtemps tenu en marge des centres de décision. Au cœur de cette dynamique, un enjeu majeur se dessine. Comprendre comment la souveraineté énergétique peut transformer durablement l'équilibre régional tout en offrant aux États sahéliens un véritable levier de stabilité. Cette transformation ne repose pas uniquement sur le contrôle des ressources, elle implique aussi une réorganisation stratégique des alliances, des infrastructures et des modes de gouvernance capables de supporter un changement aussi ambitieux. Mais une question demeure et fonctionne comme un rappel constant des limites et des risques. Que se passera-t-il si l'élan actuel s'essouffle ou se heurte à des pressions extérieures de plus en plus fortes ? Cette interrogation devient un fil rouge essentiel pour comprendre les choix à venir. La bascule géopolitique s'est matérialisée dès l'instant où le Niger a confirmé que 70% de l'uranium alimentant les réacteurs français ne serait plus exporté sous l'ancien régime d'accord. Quelques heures plus tard, les marchés mondiaux ont enregistré une chute de 3,4% de l'indice de l'énergie, révélant que le changement n'était pas un geste symbolique, mais une réorientation structurelle aux effets immédiats. Ce renversement ouvre la réponse à la question suspendue en P1. L'évolution silencieuse du Sahel n'est pas un phénomène isolé, mais un signal montrant que les nations du cœur sahélien ont décidé d'assumer leur rôle d'acteurs, et non plus de simples fournisseurs. Cette mutation s'enracine dans une volonté ancienne, longtemps contenue, de reprendre la maîtrise de ressources qui ont façonné l'économie mondiale sans pour autant renforcer les économies locales. La nationalisation menée par le Niger, soutenue rapidement par le Burkina Faso, marque ainsi le début d'une séquence où les normes habituelles cessent d'être l'axe autour duquel tournent les interactions régionales. Elle expose surtout une conviction qui gagne du terrain. La souveraineté énergétique n'est plus un objectif théorique, mais une stratégie opérationnelle dont les effets se déclinent déjà sur les rapports de force internationaux. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré devient un pivot régional, non pas parce qu'il impose une rupture frontale, mais parce qu'il cristallise une logique nouvelle, celle d'un Sahel qui refuse d'être défini par d'anciennes hiérarchies. Le contexte n'est plus celui d'une opposition unilatérale entre Afrique et ancienne puissance, mais celui d'une recomposition où chaque décision interne peut modifier les équilibres d'approvisionnement, les alliances stratégiques et les trajectoires économiques de continents entiers. Ce socle de faits, désormais établi, prépare la compréhension des dynamiques humaines et institutionnelles qui vont structurer les décisions des prochains mois. Dans les premières semaines suivant la nationalisation de l'uranium par le Niger, une série d'ajustements rapides a mis en lumière un réseau d'acteurs locaux dont l'influence s'est amplifiée à mesure que le paysage énergétique changeait. Les responsables militaires nigériens, jusque-là cantonnés à un rôle institutionnel limité, ont commencé à jouer une fonction de coordination stratégique, notamment sur les corridors d'exportation interne désormais contrôlés directement par l'État. Un premier cas s'est dégagé dans la région de Tillabéri, où les équipes techniques locales ont réorienté la logistique des mines pour éviter tout ralentissement lié à la transition de gestion. Ce basculement, mené en quelques jours, a montré que la capacité opérationnelle existait déjà, mais qu'elle avait été bridée par les anciennes structures contractuelles imposées par les multinationales. Une seconde vignette a émergé du côté du Burkina Faso, où les cadres du ministère de l'Énergie ont lancé une réorganisation de leurs partenariats bilatéraux, redéfinissant les priorités d'exportation et de production sans dépendre d'une validation extérieure.
Ces deux exemples démontrent que les effets du changement ne se limitent pas au sommet de l'État. Ils créent une dynamique nouvelle à l'échelle régionale, où ingénieurs, responsables de terrain et institutions publiques doivent réapprendre à gérer un pouvoir retrouvé, bien que fragile, dans un environnement international sous tension. Au fond, tout se résume à une interrogation simple. Qui contrôlera durablement cette nouvelle marge de manœuvre ? Le 27 mai 2025, le gouvernement nigérien publie un communiqué sec, sans fioriture, qui annonce la nationalisation immédiate de l'uranium. Quelques minutes plus tard, les premiers signaux d'alerte se déclenchent sur les plateformes financières européennes, incapables d'évaluer l'ampleur réelle de la décision. La France, soudain confrontée à la disparition d'une ressource représentant 70% de l'alimentation de ses réacteurs, active ses cellules de crise pour estimer les risques de rupture. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré saisit simultanément la portée stratégique du moment et mobilise ses équipes pour aligner la politique énergétique nationale sur cette nouvelle dynamique sahélienne. Le Sahel entre alors dans une zone où chaque décision interne reconfigure l'ensemble du paysage international. Les effets immédiats se répandent sans délai. Les actions des groupes énergétiques français plongent, certaines enregistrant des baisses à 2 chiffres dès les premières heures. Les analystes révisent leurs scénarios, recalculent les besoins d'importation, puis admettent que la dépendance européenne à l'uranium africain a été sous-estimée pendant des décennies. Le marché mondial réagit en cascade. Le prix de l'uranium bondit de 25% en moins de 15 jours, révélant à quel point la chaîne d'approvisionnement était fragile. Cette volatilité expose brutalement un fait jusque-là implicite. Les pays sahéliens n'occupent plus la place périphérique où l'histoire les avait assignés. Le Niger consolide le nouveau dispositif en prenant le contrôle opérationnel de ses sites d'extraction. Les équipes locales, renforcées par des ingénieurs formés au fil des dernières années, réorganisent les flux de production sans délai. La coordination interne, longtemps entravée par les anciens schémas coloniaux, montre une efficacité inattendue qui surprend les observateurs étrangers. Dans le même temps, le Burkina Faso intensifie ses discussions bilatérales, cherchant à stabiliser les routes énergétiques qui doivent désormais être négociées selon des termes plus indépendants. Une nouvelle carte des alliances commence alors à émerger, encore imprécise, mais déjà cohérente dans sa logique d'autonomie. Les premières semaines révèlent les effets les plus structurants. Les marchés européens adoptent des stratégies d'urgence, explorant l'uranium australien ou canadien malgré un coût largement supérieur. Les institutions européennes débattent d'un mécanisme de compensation énergétique, reconnaissant implicitement l'impact du choc sahélien. Les entreprises du secteur réévaluent leurs investissements à long terme, passant d'une stratégie de captation à une stratégie de négociation. Cette déviation forcée souligne un changement profond. La dépendance n'est plus unilatérale et les rapports de force se renversent. Au Sahel, les gouvernements consolident leur position. Le Niger renforce sa sécurité intérieure autour des sites miniers pour éviter toute tentative d'ingérence. Le Burkina Faso ajuste sa politique fiscale pour attirer des partenaires stratégiques prêts à accepter de nouvelles règles du jeu. Les discussions avec la Chine, la Russie et plusieurs pays du Golfe se multiplient, dessinant un réseau d'alternatives qui réduit l'emprise historique des puissances occidentales. Le centre de gravité géopolitique se déplace lentement, mais de manière irréversible. Le point de départ mesurable apparaît dès que les analystes comparent l'ancien régime d'approvisionnement européen avec la situation créée après la nationalisation, révélant un écart structurel qui transforme durablement l'économie de l'énergie. Cette transition rapide signale que le marché ne réagit pas à un simple ajustement politique, mais à une rupture concrète de la chaîne d'accès aux matières premières. Le premier indicateur significatif concerne le bond de 25% du prix mondial de l'uranium observé dans les 2 semaines suivant la décision nigérienne. Cette augmentation reflète une tension immédiate sur l'offre, longtemps masquée par les accords historiques qui comprimaient artificiellement les variations tarifaires. Elle montre que la valeur stratégique du Sahel était sous-estimée malgré son rôle central dans la sécurité énergétique européenne. Le marché mondial a donc réévalué en urgence la dépendance réelle des puissances industrielles à des ressources tenues pour acquises.
Cette correction révèle une vulnérabilité qui pourrait s'intensifier si d'autres secteurs africains adoptent des politiques similaires. Un second repère découle de la baisse de 3,24% de l'indice boursier mondial de l'énergie mesuré dans les 48 heures après l'annonce. Cette contraction rapide indique que les investisseurs perçoivent la décision nigérienne non comme un événement isolé, mais comme le déclencheur d'une redéfinition durable des équilibres géoéconomiques. Elle souligne que les marchés considèrent désormais l'Afrique non comme un simple fournisseur, mais comme un acteur capable de modifier la structure globale des flux énergétiques. Les fluctuations observées ont également révélé un changement d'attitude chez les acteurs institutionnels, qui se préparent à des cycles d'ajustement successifs. Ce mouvement montre qu'une part croissante du risque perçu provient des décisions souveraines africaines plutôt que des variations traditionnelles du marché. Le troisième indicateur traduit les effets internes au Sahel, où le PIB du Burkina Faso progresse de 8% en 2025 grâce à la recomposition des partenariats énergétiques. Cette augmentation témoigne d'une capacité à convertir une décision régionale en résultats économiques mesurables pour les États sahéliens. Elle illustre qu'un modèle fondé sur l'autonomie peut générer des bénéfices tangibles même dans un environnement géopolitique tendu. Cette évolution montre aussi que les États de la région exploitent désormais des marges de négociation longtemps absentes dans leurs relations internationales. Elle prouve enfin qu'un recentrage sur la souveraineté peut produire des gains rapides, même si la trajectoire reste exposée à des défis structurels. Ces trois données, mises en perspective, composent un paysage commun. La souveraineté énergétique ne se manifeste pas par des slogans, mais par des impacts quantifiables qui réorganisent les flux, les prix et les équilibres financiers au niveau mondial. Elle montre que l'effet sahélien ne relève plus d'un discours symbolique, mais d'un ensemble de signaux mesurables qui se renforcent mutuellement. Elles indiquent également que les décisions des États sahéliens fonctionnent comme des points d'inflexion capables de remodeler les anticipations des marchés internationaux. Cette base chiffrée pose les fondations nécessaires pour comprendre les affrontements conceptuels qui émergeront dans la suite du débat. Elle annonce surtout un glissement où la logique de souveraineté vient concurrencer directement la logique historique de dépendance. Les critiques les plus structurées rappellent d'abord que la rupture avec les puissances occidentales pourrait exposer les pays du Sahel à une zone de turbulence prolongée. Il souligne que l'économie régionale dépend encore, dans une proportion significative, des flux financiers étrangers et des technologies importées nécessaires à la gestion d'infrastructures énergétiques complexes. Selon cette analyse, l'absence de passerelles stables avec les partenaires historiques risquerait d'alourdir le coût des transitions internes, tout en accentuant la vulnérabilité face aux éventuelles sanctions commerciales. Cette position estime également que la montée de tensions locales, alimentée par les rivalités politiques, pourrait s'intensifier si les États sahéliens tentent de maintenir cette trajectoire indépendamment des réactions internationales. Elle conclut que la souveraineté déclarée pourrait devenir une responsabilité difficile à assumer si elle ne s'accompagne pas de garanties institutionnelles solides. Un second argument met en avant la possibilité d'une dépendance nouvelle, cette fois envers les puissances émergentes. Les observateurs prudents rappellent que les partenariats rapides noués avec la Chine, la Russie ou les pays du Golfe comportent leur propre logique stratégique, rarement dénuée d'intérêts géopolitiques parallèles. Ils craignent qu'un recentrage trop brusque ne transforme l'autonomie désirée en repositionnement sous influence, réduisant la marge de négociation réelle des gouvernements sahéliens. Cette lecture considère que la diversification, si elle n'est pas accompagnée d'un cadre institutionnel robuste, pourrait devenir un terrain où les anciens déséquilibres seraient simplement remplacés par d'autres. Elle insiste sur la nécessité d'équilibrer les alliances plutôt que de les substituer, afin d'éviter la création d'une dépendance miroir, douce dans ses formes mais exigeante dans ses effets. Pourtant, la dynamique récente apporte une réponse structurée à ces deux inquiétudes, en s'appuyant sur les faits observés depuis la nationalisation. La hausse de 25% du prix mondial de l'uranium a démontré que les États sahéliens influencent désormais les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui renforce leur pouvoir de négociation.
La baisse de 3,4% de l'indice énergétique a confirmé que les marchés réagissent aux décisions souveraines africaines comme à des signaux majeurs, preuve que l'Afrique n'occupe plus une place périphérique. Enfin, la progression de 8% du PIB burkinabé montre qu'un modèle d'autonomie peut générer des effets tangibles, même au milieu d'un environnement international tendu. Ces éléments indiquent qu'une souveraineté maîtrisée n'est pas un pari abstrait, mais une trajectoire crédible lorsque les décisions s'alignent sur des leviers économiques mesurables. Cette bascule apparaît au moment où les États sahéliens cessent d'être perçus comme de simples sources d'approvisionnement et commencent à intervenir comme des nœuds actifs de la chaîne énergétique mondiale. La redistribution silencieuse des flux d'uranium, amorcée par le Niger, puis consolidée par le Burkina Faso, transforme la structure même des relations économiques et ouvre une fenêtre où les anciennes hiérarchies perdent leur force d'inertie. Le changement ne tient pas seulement à la nationalisation, mais à la manière dont les institutions régionales utilisent cette transition pour reconstruire un cadre décisionnel qui leur permet de peser sur les négociations. C'est dans cette logique que Ibrahim Traoré s'inscrit, en renforçant l'idée qu'un Sahel unifié peut imposer ses propres critères dans un système longtemps façonné par des acteurs extérieurs. Les premiers signes de cette recomposition se lisent dans les discussions bilatérales accélérées, où les partenaires émergent, acceptent des termes plus équilibrés. Ils se lisent aussi dans l'ajustement forcé des stratégies européennes, contraintes de revoir des décennies de dépendance implicite. Cette scène de milieu n'est pas un aboutissement, mais un point où tout se renverse. Ce qui paraissait intangible devient négociable, ce qui semblait périphérique devient central. À partir d'ici, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut influencer la dynamique mondiale, mais jusqu'où cette influence pourra s'étendre. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, montre que la diversification des partenariats peut renforcer l'autonomie sans compromettre la stabilité. Les partenariats renforcés avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie permettent au pays de sécuriser des investissements dans l'infrastructure et les énergies renouvelables. Cette autonomie naissante n'est cependant pas sans défi. Le pays doit gérer les tensions locales qui surgissent avec la réorganisation de ses relations commerciales et la montée de la concurrence interne pour les ressources. Toutefois, la direction claire d'un projet national et une gestion plus équitable des ressources marquent un tournant, un modèle que d'autres pays pourraient suivre. Au niveau international, la nationalisation des ressources du Niger et du Burkina Faso force une réévaluation des relations entre l'Afrique et les puissances occidentales. Puis, ça met temps. Les acteurs européens, confrontés à une perte de contrôle sur l'uranium nigérien, réorientent leur stratégie énergétique, cherchant des sources alternatives dans des zones géopolitiquement plus stables, mais à un coût bien plus élevé. Les actions en chute libre des entreprises françaises ont secoué la stabilité du marché, un symptôme d'une dépendance excessive des économies développées aux matières premières africaines. Cette dépendance est désormais remise en question, ce qui crée une nouvelle dynamique où l'Afrique devient un acteur plus influent dans les négociations mondiales. Les conséquences au niveau régional, notamment au Sahel, sont tout aussi importantes. Le Niger et le Burkina Faso, loin de s'isoler, renforcent la coopération intra-africaine en tissant des liens stratégiques avec d'autres pays du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Ce renouveau régional se manifeste par un soutien mutuel dans la gestion des ressources naturelles, créant ainsi une plateforme plus solidaire pour faire face aux pressions extérieures. Les projets d'infrastructure et d'énergie à l'échelle régionale connaissent un essor, facilitant la transition vers une Afrique plus intégrée et résiliente face aux crises géopolitiques mondiales. Au niveau mondial, la décision du Niger et du Burkina Faso de nationaliser leurs ressources énergétiques marque un tournant dans la manière dont l'Afrique est perçue. Au-delà des effets économiques immédiats, ces actions signalent un changement de paradigme. L'Afrique, longtemps spectatrice, devient un acteur incontournable dans la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les puissances occidentales, confrontées à cette nouvelle réalité, devront redéfinir leurs politiques énergétiques et stratégiques vis-à-vis du continent africain, car il est évident que la capacité d'influence de l'Afrique sur la scène mondiale est désormais indéniable.
Ce mouvement, bien que récent, inscrit l'Afrique dans un cycle d'affirmation qui, s'il est bien géré, pourrait redéfinir les rapports de force mondiaux pour les décennies à venir. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour évaluer la trajectoire du Sahel dans ce nouvel équilibre géopolitique. 3 scénarios peuvent se dessiner en fonction de la réaction des acteurs mondiaux et des décisions internes prises par les gouvernements sahéliens. On peut d'abord imaginer un scénario de base où la stabilité est renforcée. Dans ce scénario, les pays du Sahel, notamment le Niger et le Burkina Faso, parviennent à maintenir leur trajectoire souveraine tout en consolidant leurs alliances avec les pays émergents. Les réformes énergétiques et les investissements dans les infrastructures locales porteront leurs fruits, créant un modèle de développement plus autonome. Les puissances occidentales, bien qu'influencées par cette rupture, réorientent progressivement leurs relations avec l'Afrique, acceptant de nouvelles conditions d'échange basées sur le respect mutuel. Ce scénario pourrait également voir l'Afrique jouer un rôle de médiateur dans d'autres crises mondiales, consolidant ainsi sa position géopolitique. On peut aussi envisager un scénario optimiste marqué par une expansion rapide de l'autonomie. Le scénario optimiste envisage une accélération des réformes et des projets d'infrastructures énergétiques et agricoles. Les pays du Sahel, sous la direction de leaders comme Ibrahim Traoré, deviennent des modèles régionaux de gouvernance efficace et d'indépendance énergétique, attirant des investissements directs étrangers. La coopération intra-africaine se renforce avec des accords de partage de ressources et de technologies, propulsant le continent africain vers une plus grande autosuffisance. Les nouveaux partenariats avec la Chine, la Russie et d'autres acteurs émergent permettent à la région de se démarquer des anciennes dépendances coloniales. Il existe enfin un scénario plus pessimiste où des tensions internes et un isolement pourraient apparaître. Dans ce scénario, les tensions internes exacerbées par les rivalités politiques et les inégalités économiques menacent la stabilité régionale. Les pressions internationales, y compris des sanctions économiques, risquent d'isoler davantage le Sahel, ralentissant les réformes et freinant les investissements nécessaires. Les pays sahéliens, bien que fermes dans leur volonté de conserver leur autonomie, peinent à répondre aux défis internes et extérieurs. Les leaders sahéliens doivent alors naviguer avec prudence entre maintenir leur souveraineté et éviter des conflits qui pourraient ruiner les gains réalisés jusqu'à présent. En guise de réflexion, il est utile de considérer quelques pistes importantes. Il est essentiel que les dirigeants sahéliens, notamment Ibrahim Traoré, gardent à l'esprit l'importance de la coopération régionale et de la diversification des partenariats, afin d'éviter tout isolement. La clé réside dans un équilibre subtil, ne pas rejeter systématiquement les anciennes puissances, mais les amener à jouer un rôle plus respectueux des réalités africaines actuelles. Les décisions prises aujourd'hui définiront non seulement l'avenir du Sahel, mais aussi le rôle que l'Afrique jouera dans la reconfiguration du monde. Le Sahel, au centre de ce bouleversement géopolitique, incarne une Afrique en pleine réinvention. Pour les citoyens africains, ce changement signifie que les ressources naturelles de leur continent, longtemps exploitées au profit des autres, commencent enfin à être utilisées pour soutenir des projets locaux. Cela représente une opportunité de se détacher des chaînes de dépendance économique, de retrouver la maîtrise de l'énergie et de redéfinir des modèles de développement durable. Ibrahim Traoré, avec sa vision de souveraineté énergétique, devient un symbole de cette nouvelle ère, où chaque Africain peut voir un avenir où sa voix compte véritablement dans les affaires mondiales. Pour les entrepreneurs et les entreprises, l'Afrique devient un terreau fertile de possibilités. Les partenariats dans les énergies renouvelables, l'infrastructure et la technologie offrent des opportunités d'innovation sans précédent. Les entreprises africaines ont désormais la possibilité de jouer un rôle majeur sur la scène mondiale, à condition de saisir les nouvelles dynamiques en jeu. Il est crucial que les dirigeants et les acteurs économiques africains adoptent des stratégies visionnaires pour créer des chaînes d'approvisionnement résilientes et indépendantes. Pour la diaspora, ce changement ouvre des perspectives inédites. Ce n'est plus seulement un rêve de retour en Afrique, mais une chance de participer activement à la construction d'un continent autonome. Le monde est en pleine transition, et l'Afrique, avec des leaders comme Ibrahim Traoré, se positionne pour jouer un rôle central dans cette transformation mondiale. Pour que le Sahel réussisse à maintenir sa souveraineté et à exploiter son potentiel économique,
un plan structuré est nécessaire. Voici une série de mesures que les gouvernements sahéliens, avec le soutien de la société civile et des acteurs privés, peuvent mettre en place pour garantir la réussite de cette transition. D'abord, il est essentiel de renforcer les infrastructures énergétiques locales. Les gouvernements doivent investir massivement dans les infrastructures énergétiques locales en privilégiant les sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'hydraulique. Cela nécessite la mise en place de partenariats public-privé pour assurer le financement à long terme et la gestion efficace des projets. Le succès sera mesuré par la capacité de chaque pays à atteindre un taux de couverture énergétique de 80% d'ici 2028. Ensuite, la promotion d'une coopération régionale solide constitue une étape clé. Les pays du Sahel doivent consolider les alliances existantes et développer des initiatives communes pour gérer les ressources naturelles de manière équitable. La création de plateformes de coopération énergétique régionale permettra une gestion partagée des infrastructures et une meilleure sécurité énergétique. Les progrès seront évalués par le nombre d'accords bilatéraux et multilatéraux signés visant à renforcer l'autosuffisance énergétique d'ici 2026, puis le développement des compétences et de l'éducation locale devient indispensable. Le renforcement des compétences locales, particulièrement dans les domaines techniques et scientifiques, est essentiel pour garantir la pérennité de ces projets. Les gouvernements sahéliens doivent investir dans des programmes de formation en partenariat avec des institutions internationales. La réussite sera mesurée par l'augmentation du nombre de professionnels qualifiés dans le secteur énergétique, avec un objectif de 20% d'augmentation d'ici 2030. Pour compléter cet ensemble de mesures, il devient également essentiel d'encourager la diversification des partenaires internationaux. Le Sahel doit multiplier ses partenariats, en particulier avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie, tout en maintenant des relations équilibrées avec l'Europe. Les mesures de succès incluent la mise en place d'accords de financement équitables et l'augmentation des investissements étrangers directs dans les infrastructures. Le Sahel a toujours été perçu comme une région périphérique, un espace dominé par l'influence étrangère. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'écrit avec Ibrahim Traoré comme symbole de cette transformation. Le Burkina Faso, autrefois marginalisé, devient un exemple de souveraineté retrouvée et le Sahel se positionne comme un centre stratégique de pouvoir. À travers cette réinvention, le Sahel affirme que son avenir ne se décidera plus en dehors de ses frontières, mais bien de l'intérieur. Le rôle de Ibrahim Traoré rappelle que l'autonomie est le produit d'un long cheminement. L'Afrique n'est plus simplement un acteur passif, elle devient un acteur majeur, et ce n'est que le début. Le monde observe, et les peuples du Sahel s'engagent dans cette nouvelle ère avec la ferme conviction que leur avenir leur appartient. Le Sahel a tracé sa route vers l'autonomie et la souveraineté. Mais cette trajectoire n'est pas encore écrite dans sa totalité. Chaque étape franchie par Ibrahim Traoré et ses alliés renforce l'idée qu'une Afrique unie et indépendante est non seulement possible, mais inévitable. Ce n'est pas simplement une victoire politique, mais un mouvement global qui transforme la façon dont l'Afrique est perçue sur la scène mondiale. À travers chaque décision stratégique, chaque projet d'infrastructure, un nouveau modèle émerge. L'avenir est entre les mains des citoyens, des leaders et de ceux qui croient en la force collective de l'Afrique. Et vous, comment voyez-vous le rôle de l'Afrique dans ce monde en pleine mutation ? Partagez vos réflexions et soutenez ce mouvement de changement. Ensemble, nous avons l'opportunité de façonner un avenir où l'Afrique n'est plus spectatrice, mais actrice de sa propre destinée. Laissez un commentaire, engagez-vous et ensemble, écrivons l'histoire de demain.